Alors ça devient rouge. Ainsi on entend, voilà.
Bien, bonsoir à toutes et tous. Je vous propose de commencer cette séance du Conseil communal. Tout d'abord, je tiens à excuser l'absence de Bernard Rossignol-Valenne de Préter et le retard de Julie van der Velden et de Michel Montfort, ainsi que d'Arnaud Delaverre, qui va normalement nous rejoindre d'ici quelques instants. Le premier point à l'ordre du jour, il s'agit du procès-verbal de notre séance du 18 décembre 2023. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. OK pour nous. Merci beaucoup. Alors, nous avions reçu deux interpellations citoyennes. La première venant de Madame Gilbert, mais qui nous a contactés parce qu'elle ne pouvait être présente ce soir et donc a demandé à pouvoir reporter cette interpellation. Donc, ce sera lors du conseil communal du mois d'avril. Et la seconde qui a été déposée par Madame Delperdanche au nom du comité commune hospitalière. Je vais l'inviter à prendre place au pupitre, à allumer le micro et à pouvoir nous faire part de son interpellation. Et c'est Julien Sleus qui répondra au nom du collège à l'issue de celle-ci. Je vous en prie. Eh bien, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs les bourgmestres, les membres du collège et du conseil communal, nous nous exprimons ce jour au nom du collectif Commune hospitalière de la commune des Caussines. Celui-ci regroupe, comme vous le savez, de nombreux citoyens actifs dans la défense des droits fondamentaux des personnes migrantes. Ce courrier s'inscrit dans le cadre de la campagne commune hospitalière lancée en 2017 à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour rappel, 76 communes et 4 provinces se sont engagées pour une politique migratoire basée sur l'hospitalité, le respect des droits humains et les valeurs de solidarité. Depuis 2 ans, des milliers de personnes qui demandent l'asile en Belgique sont laissées pendant des mois sans accueil, dans le dénouement le plus total, alors que l'État belge doit légalement leur fournir un hébergement et une assistance matérielle. Ces personnes, essentiellement des hommes seuls, laissés à la rue ou dans des squats, se trouvent dans une situation inhumaine. Cette situation de déni d'accueil est indigne d'un pays comme la Belgique et a des conséquences humaines inacceptables. Depuis le début de cette crise de l'accueil, des milliers de fois, notre pays a été condamné par les juridictions belges pour non-respect du droit de l'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile. La Cour européenne des droits de l'homme a également rappelé à l'ordre l'État belge plus de 1700 fois et l'a condamné en juillet dernier dans le cadre du non-accueil d'un demandeur d'asile. La Cour a reconnu le caractère systémique de cette violation. Depuis près de 2 ans, l'État belge viole ainsi quotidiennement le droit à l'accueil, pourtant inscrit dans la loi. Cela met en péril l'état de droit. La création de places d'accueil au sein du réseau de faits d'asile, qui compte désormais, là j'ai actualisé les chiffres, 35 900 places, plafonne. Ce réseau est toujours saturé. Plus de 3 000 personnes se trouvent sur une liste d'attente pour obtenir une place d'accueil. Un accord intervenu en mars dernier au niveau du gouvernement fédéral n'a pas eu d'effet suffisamment important et les mesures annoncées ne suffiront pas. La décision, déclarée illégale par le Conseil d'État de la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, de ne pas accueillir temporairement d'hommes seuls, et cela à l'approche de l'hiver, nous a fait craindre le pire. Face à cette situation, nous devons faire entendre notre voix pour que le gouvernement fédéral belge respecte enfin ses obligations. Sans le soutien des autorités locales, cela nous paraît impossible. Notre commune, avec d'autres, peut faire la différence. Des solutions existent et les communes en font partie. Des organisations de défense des droits humains et les organisations humanitaires ont proposé ces solutions. Parmi celles-ci, l'activation d'un plan de répartition où chaque commune du territoire accueillerait de façon harmonieuse un petit nombre de demandeurs, demandeuses d'asile sur son territoire. Cette solution fait malheureusement l'objet d'un blocage politique de la part du gouvernement fédéral. Cette option d'urgence est pourtant prévue dans la loi. Cette solution temporaire permettrait de soulager la pression sur le réseau d'accueil et permettrait d'accueillir dignement tous et toutes les bénéficiaires de l'accueil, sans distinction fondée sur le sexe ou la composition familiale. Cette répartition sur les communes de tout le pays tiendrait compte de différents paramètres. Nombre d'habitants dans la commune, total des revenus nets imposables, nombre de places d'accueil déjà existantes et nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale.
Si chaque commune accueillait en moyenne 5 personnes, toutes les personnes inscrites actuellement sur la liste d'attente pourraient disposer d'un accueil digne. Au vu de tout cela, mesdames et messieurs les bourgmestres, les membres du collège et du conseil communal, nous souhaitons vous inviter à montrer publiquement votre indignation par rapport à la situation subie par ces personnes. Interpeller le gouvernement fédéral pour qu'il respecte ses obligations internationales et exiger de lui qu'il active un plan de répartition obligatoire avec des moyens financiers et un cadre clair pour vous permettre de rendre effectif un accueil digne réparti sur l'ensemble du territoire national, dont celui de votre commune. Affichez votre soutien et votre souhait de jouer un rôle dans cette crise en tant qu'acteur de l'accueil ou votre souhait de créer des places d'accueil, ILA, sur base volontaire. Si vous souhaitez vous positionner publiquement dans ce sens ou que vous avez des questions, merci de nous contacter. Enfin, voilà, on est là. Voilà, ensemble au niveau local, nous pouvons faire la différence. En tant que commune hospitalière, nous comptons sur votre soutien. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette belle interpellation. Je vais céder tout de suite la parole à notre échevin en charge de l'égalité des chances, Julien. Je t'en prie, Julien. Et oui, il faut couper le micro. Voilà, avec le micro, ça fonctionne mieux. Bonsoir, Madame Delperdange, et merci pour votre interpellation. Alors effectivement, chaque jour, dans le monde entier, des familles sont forcées de quitter leur foyer en quête de sécurité, d'une vie meilleure. Elles risquent tout pour échapper aux conflits, aux catastrophes, à la pauvreté ou encore à la faim, n'emmenant souvent à rien d'autre que leurs vêtements avec eux. Il est clair que ces gens ne quittent pas leur pays pour le plaisir. Bien souvent, on se cache des histoires douloureuses d'hommes, de femmes, d'enfants, dont la vie a été anéantie par des circonstances indépendantes de leur volonté. Ces dernières années et mois, les différents conflits armés, mais également la menace croissante du changement climatique, n'a fait qu'accentuer cette situation. Ils ont bien souvent perdu leur maison, leurs emplois et parfois leurs proches. Et souvent, ils sont obligés de chercher refuge dans des pays où ils peuvent être à nouveau confrontés à des discriminations et à des problèmes similaires causés par un manque d'acceptation. C'est pourquoi en 2017, la commune des Cossines s'est engagée à défendre une vision de commune où la peur, le rejet de l'étranger et le repli sur soi ne constituent pas l'unique horizon et où la solidarité rime avec rencontre, partage et dignité. Une commune qui s'engage à améliorer l'information et l'accueil des personnes migrantes, à faciliter les démarches pour tous les migrants, les demandeurs d'asile, mais aussi les personnes en situation plus précaire, comme les sans-papiers, à sensibiliser la population sur les questions migratoires et à améliorer concrètement l'accueil des migrants dans le respect des droits. Et enfin, on s'est aussi engagé pour une politique migratoire basée sur l'hospitalité, le respect des droits humains et des valeurs de solidarité. Lors du prochain conseil communal, je proposerai une motion afin de montrer notre indignation par rapport à la situation subie par ces personnes en Belgique, d'interpeller également les autorités belges compétentes et concernées de remplir pleinement leurs obligations européennes en matière de relocalisation et de réinstallation des réfugiés. Pour ma part, j'interpellerai également mon parti afin qu'il soutienne un nouveau pacte migratoire européen revu et basé sur les principes d'une vraie justice migratoire. Enfin, au niveau de la commune des Cossines, nous avons actuellement 2 ILA qui peuvent accueillir jusqu'à 7 personnes. Alors il y a des rénovations qui doivent être effectuées, réalisées dans l'une des habitations qui pourraient également permettre d'accueillir une personne supplémentaire. Et il y a également la réflexion, pour le moment, la création du nouvel ILA, donc qui est en réflexion au niveau du CPS pour l'accueil, non pas de personnes isolées, mais là d'une voire 2 familles qui pourraient voir le jour. Voilà. En tout cas, pour ma part, je tenais à vous confirmer tout mon soutien à la commune hospitalière, et je continuerai à être présent à vos côtés lors de vos différentes actions. Voilà. Merci Julien. Je me permettrai peut-être d'ajouter un petit coup de pub, ça ne fait jamais de tort.
que dimanche, pour toutes les personnes intéressées, à partir de 15 h à l'église Saint-Géry, il y aura un concert organisé en collaboration avec le collectif Commune Hospitalière et la commune des Cossines, un concert qui s'intitule Voix sans frontières, et donc je vous invite toutes et tous à y participer. La dernière édition était merveilleuse et je pense que nous aurons encore un grand cru cette année-ci. Je vous en prie, Madame Delperdange. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. Ah, il y avait une question. Et on en discutera lors du prochain conseil communal lorsque nous aurons déposé la motion sur le sujet. Voilà, merci en tout cas pour ce bel échange. Le point 4 à notre ordre du jour, il s'agit de la notification de la tutelle par rapport à la taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement des déchets issus de l'activité usuelle des ménagers et ménagers assimilés pour l'exercice 2024. Oui, Pierre ? Rien à voir, mais pour le point précédent, Julien, si tu fais une motion, on aimerait, dans l'opposition, être aussi partie prenante, comme à l'époque de l'année à haute tension, qui n'est pas finie. On ferait une motion tous ensemble, ce serait beaucoup mieux. Merci. Alors, le point 5 à l'ordre du jour, il s'agit d'une subvention en nature pour permettre l'aide logistique pour les colis du cœur. J'imagine qu'il n'y a pas de souci, Sébastien. Oui, ben merci. Merci en tout cas à la commune des Cossines pour cette aide pour les plus démunis qui est bien utile en cette période. Et je profite également de l'occasion pour remercier les colis du cœur qui font vraiment un excellent travail ici à Cossines au profit de la population. Merci, donc j'imagine que ce sera un vote à l'unanimité. Oui. Merci beaucoup. Le point 6, toujours au niveau des finances, une subvention en nature pour de l'aide logistique pour l'évacuation de déchets au sein de la maison de la jeunesse épidémique. J'imagine qu'il n'y a pas de souci, Sébastien. Oui, je voulais savoir ce que vous faisiez avec les PC déclassés, donc qui sont peut-être plus d'usage pour la maison de la jeunesse, mais ils peuvent peut-être être utiles pour une école lit, peut-être qui n'a pas toujours des gros moyens. Qu'en est-il ? Mais les PC sont vraiment déclassés et ne sont plus opérants. Les logiciels ne tournent plus dessus, donc il faut malheureusement uniquement les recycler. Mais en termes d'informatique, il n'est plus possible de les utiliser, donc ils vont être recyclés via le parc à conteneurs. Ok, d'accord, merci. J'imagine qu'il n'y a pas de souci sur le point, à l'unanimité. Oui. Merci. Les points 7 et 8, il s'agit de subventions extraordinaires pour la fabrique d'église Saint-Géry pour les exercices 23 et 24. Oui, Sébastien. Donc je voulais savoir pourquoi il n'y a pas d'annexe au point dans les pièces du conseil. Monsieur le directeur général. « 7 et 8. Il n'y a pas de pièces connexes ? Mets ton micro. Voilà, ben, c'est des subventions, il n'y a pas de pièces, ce ne sont pas des budgets ou des comptes. Hein. C'est juste la délibée. D'accord, et d'après les informations qui me reviennent par la fabrique d'église Saint-Géry, ces subsides extraordinaires auraient déjà été approuvés. Et donc, il n'y aurait pas lieu, selon eux, de les remettre au vote. Pour les 500 €, ça aurait été approuvé en séance du 19 décembre 2022 pour le budget 2023. Et pour les 350 €, ça aurait été approuvé le 16 octobre 2023 pour le budget 2024. Qu'en est-il exactement ? On peut vérifier, mais si vous voulez, on peut reporter le point. Non, enfin simplement, c'est les informations qui m'ont été données par la fabrique d'église. Oui. À Pierre aussi. Enfin. Je suis sûr qu'il aurait été pertinent d'interroger monsieur le directeur financier préalablement à cette séance pour des questions de cette importance capitale. Voilà. Enfin, on a un Bien, conseil. nous allons reporter les points, Sébastien. Non, enfin non, écoutez, je reporte les points pour la prochaine séance. Ainsi, tous les éclaircissements pourront être apportés à la fabrique d'église et ils attendront, j'imagine qu'ils ne seront pas à 850 € près. Alors, le point 9, il s'agit de l'extension d'affiliation à l'intercommunal Orès. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. Oui. Merci beaucoup.
Les points 10 et 11, il s'agit de contrat de concession domaniale pour le cabanon technique d'Unifiber, à la fois à la rue Saint-Roch et également à la rue du Long-Spinois et Cossine. Oui, il me semble que le point était déjà passé au conseil communal, et donc je voulais savoir quelle était l'étape suivante, qu'est-ce qui était en plus par rapport aux autres fois. Arnaud ? Moi, j'ai pas souvenir que ce point soit passé pour Unifiber. J'ai souvenir que les points sont passés pour des demandes d'ORES, justement. Mais donc ici, le principe, c'est que on doit signer une convention pour la mise à disposition du terrain et ça fait l'objet aussi d'une procédure de permis d'urbanisme en bonne et due forme. Voilà, mais a priori, c'est une procédure tout à fait classique, de manière à pouvoir équiper Ecosyn de la fibre optique, à l'instar des autres communes qui s'en équipent également. Voilà. Alors, le point 12, il s'agit d'une convention entre la commune d'Écossine et l'ONE pour le secteur ATL. Julien ? Oui, voilà, il s'agit d'une convention qui a pour objet la mise en œuvre de la coordination de l'accueil temps libre. Donc convention qui a été vue avec l'ONE qui délimite les missions de la coordinatrice, et donc on est resté sur les missions de base, étant donné que c'était une nouvelle coordination. Et, donc voilà. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. OK pour nous. Merci. Le point 13, il s'agit d'une convention d'occupation des bâtiments à la Grand Place pour Cohesio, qui est notre service de médecine du travail. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Merci. Le point 14, il s'agit de la conclusion d'un bail avec le RFC Ecosyn pour les terrains de football et les installations sportives. Je t'en prie, Julien. Oui, voilà, donc il s'agit de la convention entre la commune d'Ecosyn et le club du RFC donc bail qui devait être remis à jour, vu que nous étions arrivés au bout du précédent. Et donc c'est une convention qui a été faite en concertation avec les responsables du club. Et donc nous avons pu répondre à leurs différentes demandes et interrogations. Et donc voilà, nous sommes arrivés sur cette convention en parfait accord avec les responsables. Merci, Julien. Est-ce qu'il y a des points? Non. À l'unanimité? Merci beaucoup. Oui. Le point 15, il s'agit de la vente du presbytère Saint-Remy. La décision et le choix des acquéreurs. Sébastien. Je vais vous dire que c'est assez rassurant en tant que mandataire communal quand on connaît l'identité du candidat acheteur. La famille gère, je pense, en bon père de famille, les biens qui sont les leurs à la rue haute. Et quand on voit comme le château est entretenu, on ne peut qu'être rassuré du candidat acheteur. Un seul regret, c'est que la vente n'ait pas eu plus lieu. Le bien resté sans affectation pendant plus de 12 ans. Vous aviez prévu différents projets communaux, puis vous avez envisagé de le vendre, et suite aux tergiversations, les années ont passé, et le bâtiment s'est dégradé et est dans l'état qu'on connaît aujourd'hui. Alors je me permettrai de poser quelques questions par rapport à ce point. Est-ce qu'on peut savoir combien il y a eu d'amateurs, quelles ont été leurs offres, à quel montant s'élevait celle-ci, et combien il y a eu de visites? Et voilà quelques questions par rapport à ça. Alors, le nombre de visites, ça, je ne sais pas répondre, mais des personnes qui ont fait offre, il y a juste une personne, enfin un couple, et donc l'offre qui est soumise ce soir. Une seule. Ah oui. Ok. Voilà. Donc ça n'a pas eu autant de succès qu'escompté. C'est assez rassurant aussi parce que d'après ce que j'entends, le candidat acheteur travaille dans la construction. Et donc, je pense que le candidat acheteur respectera le patrimoine et fera en sorte de donner de ça super beau bâtiment. Je pense aussi. On votera pour. Merci beaucoup. Alors, le point 16, au niveau environnement, il s'agit de la modification du règlement de prêt des gobelets réutilisables par la commune. Je t'en prie, Arnaud.
Voilà, donc c'est une modification, quelques modifications mineures par rapport à notre service de prêt de gobelets. Quelques articles sont modifiés par rapport à la version précédente du règlement, à savoir le fait que les demandes de prêt passeront désormais par les dossiers de sécurité dont le bourgmestre avait fait une présentation lors d'un précédent conseil. Il y a une petite modification aussi par rapport au nombre de gobelets prêtés, où là, on se base plus sur un dialogue entre les services communaux et l'organisateur pour fixer le nombre le plus approprié de gobelets pour l'événement, parce qu'on se rend compte que parfois, certains organisateurs, sans l'expérience d'utiliser les gobelets, peuvent en demander trop ou trop peu. Donc voilà. Ainsi que une modification des modalités de nettoyage. Et donc, c'est l'occasion aussi de vous donner quelques éléments sur les chiffres de prêt de gobelets sur la commune d'Écosine. Et donc, on est assez satisfait puisqu'en 2023, on a enregistré 88 900 prêts de gobelets réutilisables sur un total de 105 événements. Et pour vous donner un comparatif, en 2022, on avait prêté les gobelets pour 60 événements, alors avec un nombre de 75 000 gobelets prêtés. Et en 2019, puisque 2021 et 2020 n'étaient pas tout à fait significatifs vu la période Covid, on était à 44 000 gobelets prêtés. Donc on a vraiment une croissance continue du service et qui nous permet vraiment de diminuer le nombre de gobelets plastiques et en tout cas maintenant c'est une obligation, mais qui sont jetés, d'offrir un service aux associations et une certaine qualité de nos événements. Voilà. Sébastien? J'ai participé à une séance d'information sur les PFAS et le médecin spécialiste de la question et qui est d'ailleurs venu faire une conférence pour les communes d'Écosine et de Sedef a attiré l'attention des participants à sa conférence sur le fait que boire dans un gobelet en plastique n'était pas spécialement bon pour la santé. Il disait que c'était préférable de boire dans un verre en verre. Et donc, est-ce que vous êtes sensible à cette argumentation pour l'avenir ou pas ? Oui, donc je pense que dans tous les endroits où il est autorisé de boire dans un verre en verre, tous les amateurs de boissons diverses vous diront que c'est évidemment meilleur dans un premier temps. Et par ailleurs, certainement qu'il y a peut-être moins de risques dans un verre en verre. Et donc, partout où c'est possible pour des conditions de sécurité, là je pense que le bourgmestre autorise les verres en verre. Pour le reste, je veux dire, il n'y avait pas de différence, je pense, entre un contenant plastique réutilisable ou jetable. Et donc, on se tient évidemment au fait de toutes les évolutions en matière de recommandations PFAS et on ne manquera pas d'adapter nos services ou nos recommandations s'il y avait lieu de le faire. Ok, merci. Pierre? Je pense que la croissance entre 2019 et maintenant, c'est surtout parce que c'est obligatoire. Je pense que ça vient surtout de là. Ça devient même obligatoire dans des communes qui sont récalcitrantes, comme par exemple à la Louvière. J'ai lu que maintenant, lors du carnaval, ça sera aussi des gobelets réutilisables, mais cette fois-ci sans caution. Alors je ne sais pas si vous vous êtes renseigné, si c'était les mêmes gobelets qui vont être utilisés à Écosine ou à la Louvière, mais sinon... si c'est comme ça, ça sera très tentant pour les participants au carnaval à la Louvière de thésauriser quelques gobelets vides et d'arriver ensuite sur la commune d'Écosine et récupérer 1 euro par gobelet. J'y pense, je pense qu'il y en a d'autres qui y pensent aussi, donc je ne sais pas si vous vous êtes déjà renseigné à ce niveau-là, ça risque de créer des petits soucis au niveau comptabilité. Oui, donc la première chose à signaler, c'est que en effet, certaines communes, c'est une obligation maintenant partout en Wallonie, et donc certaines communes ont mis des choses en place, Écosine, depuis déjà plusieurs années, donc on avait vraiment anticipé les choses qui a permis aux associations de s'adapter, donc ça c'est quand même un point à souligner. D'autres communes comme la Louvière mettent des choses en place depuis l'année passée ou cette année, il me semble, et d'autres communes ne mettent rien du tout en place, donc là on doit quand même souligner le service qui est offert. Et donc par rapport aux cautions, donc nous on ne récupérera que nos gobelets, donc on sera attentif évidemment à ne pas à ce que d'autres gobelets ne viennent pas alimenter notre système. Mais par ailleurs, on pense que le maintien de la caution est
quand même intéressant parce qu'il permet d'éviter de se retrouver avec trop de pertes, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de caution, on retrouve les gobelets qui ont plus tendance à être jetés. Donc d'une part, en termes de nettoyage, c'est moins efficace, et en termes de charge de travail et de propreté de l'événement, ça perd un petit peu de son sens. On se retrouve parfois finalement avec des gobelets qui sont malgré tout sur l'espace public. Et donc, mais évidemment, on sera attentif à cet aspect-là. Et j'en profite pour signaler qu'on étudie aussi la possibilité d'acquérir des cruches. Je sais que c'était une demande, et donc voilà, le service étudie cette possibilité pour le prochain renouvellement du stock. Je pense que tu as coupé l'herbe sous le pied de Pierre. Mais même pas. Même pas, sincèrement, j'avais oublié. Non, mais simplement, on risque aussi une charge de travail supplémentaire pour les cafetiers. Bon, on est sur la place, hein, on va chercher 10 pintes, on est là avec 10 gobelets, on rend les 10 gobelets. Je pense pas que le cafetier il aura le temps de regarder si Rompato n'a pas mis un gobelet de la Louvière qu'il a gardé dans sa veste pour essayer de se faire €1. Donc ça risque vraiment de créer des problèmes, parce que tu as dit que tu n'allais pas les récupérer par après. Que fait le cafetier avec ces dizaines de gobelets qui viennent d'autres communes? C'est ça ma question. Mais je prends note du point d'attention. On va regarder avec le service sur la meilleure manière de gérer ça en collaboration avec les cafetiers, les organisations. On a toujours été dans une optique de concertation pour que ça se passe le mieux possible, et c'est dans cette optique-là qu'on veut continuer de les soutenir. Donc voilà, je réserve ma réponse pour plus tard, mais le point d'attention est bien noté. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux avoir votre vote? Oui. Merci beaucoup. Le point 17, il s'agit d'un règlement complémentaire à l'abrogation de place PMR aux rues de la Justice et de la Haye. Je t'en prie, Philippe. Pas de commentaire, on essaye de libérer les places au fur et à mesure pour garder un équilibre entre les places pour personnes à mobilité réduite et pour les autres riverains. Il n'y a pas de problème. Je vous propose de coupler les points 18, 19 et 22 parce qu'ils ont le même objet, c'est de limiter la durée du stationnement à plusieurs endroits, à savoir la rue Camille Duré numéro 67, Ernest Martel 53 et Belle-Tête 16 à 20, à chaque fois devant des commerces. Je t'en prie, Philippe. Quelques remarques quand même néanmoins. Donc nous essayons d'harmoniser les stationnements pour les commerçants, donc à proximité des commerçants, et donc la durée de 30 minutes semble être pour la majorité des commerces la bonne durée. Néanmoins, il semblerait, d'après les informations qui me reviennent, n'est-ce pas, Véro, je pense que tu as eu des contacts également avec eux. Je souhaiterais, sur le point 19, faire quand même une remarque. S'il s'agit donc d'un institut de beauté, et là, on se pose la question que 30 minutes pour une durée moyenne de soins, c'est juste un peu limite. Et donc là, il faudrait voir à prolonger cette durée, sachant que l'objectif n'est pas de faire tout à la carte, mais néanmoins de tenir compte quand même un minimum de la nature des commerces. Et je rappelle, l'objectif premier de cette mesure, c'est pas de vérifier si c'est 30, 45 ou 60 minutes, c'est pas ça le problème, c'est de faire tourner un maximum les voitures et d'éviter surtout les voitures tampons proximité de la gare ou de voitures qui seraient garées pour toute la journée, ou de riverains qui, du matin au soir, seraient devant chez eux. Et donc, je pense que la mesure n'est pas absolument liée à la durée elle-même, mais bien au principe de la rotation des véhicules. Donc ça, c'est pour l'Institut de beauté. Pour le stationnement à la rue Camille Duré, il est intervenu, et j'en suis désolé, entre-temps, un changement. On avait donc, normalement, pour l'opticien, il avait bien demandé lui-même 30 minutes, mais il partage désormais son activité avec un autre commerce qui est un commerce d'audiologie. Et là, d'après ce qu'il me revient, les durées de test sont un peu plus grandes. Et donc là aussi, dans un souci d'harmonisation par rapport au type de commerce, comme on l'a fait un peu plus bas dans le nouveau lotissement Camille Duré, justement dans la même rue, pour les médecins, je proposerai 60 minutes. Donc si je résume, la proposition c'est 18 et 19 à 60 minutes. Voilà. Sébastien. Oui, merci. Donc c'est bien utile de prévoir un parking limité en temps pour permettre aux clients de ces commerces de pouvoir se rendre plus facilement sur place, et par exemple à la gare. Mais il faut faire appliquer concrètement ces dispositions. Nous sommes déjà intervenus par le passé via l'inscription d'un point complémentaire à l'ordre du jour à propos de la mise en application des parkings en face du fleuriste au quartier à la rue Ernest Martel.
on nous avait répondu que faire appliquer ces dispositions visant à limiter le stationnement devant certains commerçants n'était pas une priorité compte tenu des nombreuses missions de la zone de police Hauts-de-Seine. Et donc, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement pour que le contrôle de ces dispositions soit effectif sur le terrain. On n'a pas envie que dans quelques mois, les commerçants viennent nous trouver parce que des citoyens sont restés stationnés durant une semaine ou plusieurs jours non-stop à cet endroit. Et par ailleurs, il serait souhaitable de mettre en place une phase de prévention pour rappeler aux gens qu'on ne peut pas stationner plus de X minutes à l'endroit qui est choisi, par exemple à la rue Camille Duré, pour sensibiliser les citoyens. On peut peut-être demander le concours de la gardienne de la paix dans ce cadre pour aider ce travail de prévention. Philippe? Je te remercie. Deux choses. Je pense qu'on peut faire de la sensibilisation sur énormément de sujets. Parking sur les trottoirs, parking à proximité des passages piétons et bien d'autres infractions de catégorie 2, donc dans les infractions de police qui dépendent effectivement des compétences de la gardienne de la paix. En tout cas, elle peut désormais, ça c'est quand même un élément nouveau par rapport à avant, et tu le sais bien, elle n'était pas formée pour, elle a d'abord suivi les formations pour les relevés d'infractions de nature environnementale. Désormais, elle vient de suivre la formation pour les infractions de parking de catégorie 2. Elle a systématiquement comme mesure de fonctionnement, comme méthodologie de travail, d'abord passer par une phase préventive. Après, je veux bien rappeler beaucoup de choses, mais sur la sensibilisation aux abords des écoles, sur la sensibilisation des trottoirs, d'accord, mais à un moment donné, quand tu te gares au pied d'un parking 30 minutes, je veux bien le rappeler, hein, mais je veux dire, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Tu nous dis, la police ne veut pas, qu'allez-vous faire? Et en même temps, il ne faut pas être trop méchant. Le but, c'est pas d'être méchant, mais les gens connaissent le code de la route. Ils se garent réellement sur un emplacement 30 minutes. C'est quand même pas quelque chose qui est sur toute une rue, dans une agglomération. C'est pas un règlement particulier. Je pense que quand tu te gares, tu peux l'observer. Donc moi, je veux bien, mais si tu me fais une meilleure proposition de méthodologie, faisons-le. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Bien, merci pour cet échange. Donc, je vais demander votre vote sur les 3 points avec la petite adaptation pour les points 18 et 19 à 60 minutes et non 30. Oui. Merci beaucoup. Les points 20 et 21 au niveau de la police de la circulation routière, il s'agit de 2 emplacements PMR, un à la rue Belle-Tête numéro 40 et un à la rue de Restomont en face du numéro 90. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Au niveau du personnel communal, le point 23, il s'agit du lancement d'une procédure de recrutement d'un premier attaché spécifique à 4 pour exercer la fonction de directeur des travaux à partir du 1er juillet 2024, suite à l'admission à la pension de Philippe Marcil à ce moment-là. Sébastien. Oui, ben c'est bien utile d'avoir un bon directeur au dépôt communal qui a des compétences managériales et humaines. Et j'aurais souhaité savoir un petit peu par rapport à la procédure de recrutement, comment vous allez agir au niveau des annonces, etc. Encore récemment, je participais comme observateur à un jury d'examen. Il n'y avait qu'un candidat qui était présent. Et donc, je pense que c'est important quand même de faire une large publicité, une large annonce pour ce poste qui est quand même très important au sein de la commune d'Écossy. Donc, comme il est mentionné dans la délibération, et vu que ce sont des obligations légales, des avis affichés aux valves internes de l'administration communale, mais ça n'est pas très large évidemment, un avis inséré dans le site du Forum, le site de l'Union des villes et des communes de Wallonie, un appel public de minimum 15 jours, ici on va procéder à un appel d'1 mois, et comme d'habitude pour ce genre de recrutement, on passe également dans la presse pour en assurer la promotion. En espérant que nous puissions avoir des candidats de qualité qui se présentent à l'examen et que nous puissions avoir le meilleur recrutement possible. Okay. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Le point 24, il s'agit du rapport sur l'obligation d'employabilité de personnes qui ont un
un handicap, pardon, et donc le rapport qui a été annexé qui vous montre qu'à la commune des Causines, nous sommes largement supérieurs à nos obligations légales. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Le point 25, il s'agit d'une demande de subside indirect en nature pour l'organisation du Salon de l'Indépendant par l'ASBL Move et Causines en collaboration avec la commune. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. Merci. Le point 26, il s'agit d'une autorisation préalable pour le principe d'utiliser des caméras fixes temporaires par la zone de police dans le cadre de certaines enquêtes qu'ils doivent mener ou de certaines manifestations qui pourraient se dérouler sur le territoire de la commune. Sébastien. Oui, j'aurais bien aimé savoir comment ça allait se passer concrètement, qui va avoir accès aux images, de quelle heure à quelle heure peut-on filmer, à quelles occasions, uniquement lors de grandes manifestations, si oui, lesquelles? Plusieurs questions qu'on se pose. Voilà, donc il n'y a pas, ce ne sont pas des caméras qui filment des images, mais des caméras qui scannent des plaques de véhicules. Et donc c'est un peu sur le même principe que les radars tronçons, où c'est simplement une image qui est prise, l'image qui reprend la plaque minéralogique du véhicule. Ce ne sont pas comme les caméras que nous avons de manière fixe à différents endroits, comme sur la Grand Place, sur le plateau de la gare, qui, elles, filment des images. De toute façon, toutes les images ne sont accessibles que par des agents formés de la zone de police, que ce soit des images vidéo, j'ai envie de dire, ou bien des scans de plaques minéralogiques. Seuls les agents de police formés peuvent avoir accès. Et ici, en particulier, c'est pour le service d'enquête et de recherche de la zone de police. Merci. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Le point 27 que je vous propose de coupler à un point complémentaire qui a été déposé par le groupe Ensemble. Il s'agit d'une motion de soutien au secteur agricole et suite aux actions qui ont été menées ces dernières semaines par le secteur agricole, où nous souhaitons interpeller les niveaux de pouvoir qui sont concernés, à savoir en Belgique le gouvernement wallon et le gouvernement fédéral, pour qu'ils puissent faire le relais vers les institutions européennes, vu que c'est essentiellement au niveau européen que la politique agricole commune est déterminée, et de pouvoir prendre toutes les initiatives possibles et imaginables pour soutenir le monde agricole et les agriculteurs en particulier, de prendre des mesures, et ça concerne les niveaux belges, wallons et fédéraux, de mesures visant à simplifier d'un point de vue administratif les procédures que le monde agricole doit remplir à toute une série de niveaux d'obligations qu'ils peuvent avoir, de prendre les mesures adéquates pour permettre aux agriculteurs de jouir d'un juste prix par rapport à leur production et par rapport à leur travail. Et c'est là que je vous propose d'inclure les items qui étaient proposés par le groupe Ensemble, de solliciter une meilleure responsabilité de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire quant à l'établissement des prix des produits agricoles et à la répartition équitable des valeurs entre ces différents acteurs, et de demander de la cohérence entre les exigences environnementales et la négociation des accords commerciaux internationaux. Et on demande aux ministres wallons et fédéraux de pouvoir porter ce débat au niveau européen, vu que malheureusement jusqu'à présent il n'y a pas eu énormément d'effets par rapport aux actions qui ont été menées. On espère que l'ensemble des acteurs locaux peuvent appuyer les demandes qui émanent du secteur agricole et faire en sorte que notre pays prenne ses responsabilités par rapport à ce secteur d'activité qui est un des secteurs les plus importants que nous connaissons, notamment pour nous permettre une nourriture saine et responsable, parce que c'est bien de cette manière-là que nous arriverons demain à nourrir les nombreuses bouches qui composent notre région et notre pays. Je ne sais pas si Arnaud, tu souhaites ajouter quelque chose, et Véronique, dans l'ordre Véronique. Je t'en prie Véronique. Donc effectivement, au niveau communal, on soutient énormément nos agriculteurs parce que, comme on dit, leur faim sera aussi notre faim. Et donc nous avions mis justement au mois de décembre une réunion avec justement
une société pour voir tout ce qui était l'administratif, la lourdeur administrative. Et donc, dans cette réunion, on a vraiment compris que c'était hyper compliqué pour eux de respecter le planning parce que, bien sûr, ils sont toujours au fait de la météo. Et donc aussi, je travaille régulièrement avec des agriculteurs, notamment les 2 agriculteurs qui sont ici, qui sont aussi pour moi des points vraiment de retour de terrain. Il y a aussi tout ce qui est commission. Donc on a été aussi une quinzaine de jours sur un terrain pour voir les pommes de terre qui ne séchaient pas parce qu'elles étaient gorgées d'eau. Donc en tout cas, au niveau communal, il y a vraiment un grand soutien au niveau des agriculteurs. Mais comme il disait Xavier, c'est vraiment à tous les échelons qu'il faut vraiment refaire remonter l'information parce que voilà, il y a la commune. Donc nous, on fait vraiment on fait le maximum au niveau des agriculteurs, mais après, c'est la région, c'est le fédéral et surtout aussi l'Europe. Et il faut aussi que toutes les normes aussi soient respectées, qu'elles soient aussi les mêmes pour tout le monde. Parce que le fait d'avoir toujours des normes qui sont de plus en plus importantes au niveau des agriculteurs leur permet plus de vivre décemment. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment être percuté au niveau des citoyens. C'est qu'un agriculteur, il travaille plus de 70 heures par semaine. Et ils ont quelquefois des revenus qui sont de moins de 950 €. Ils ont des prêts que ce soit aussi bien hypothécaires, aussi bien des prêts au niveau du matériel qui sont énormes. Et donc, il faut vraiment pouvoir les aider un maximum. Et je pense que c'est vrai que ça a un peu secoué l'opinion publique en disant « les agriculteurs sont là ». Pendant le Covid, on a vraiment eu énormément de chance d'avoir les agriculteurs, d'avoir toutes ces personnes qui travaillaient le terrain. On les a oubliés, bon, je trouve malheureusement un peu vite, peut-être trop vite. Et donc, voilà, on se réveille encore une nouvelle fois la conscience au niveau collectif. Mais voilà, donc franchement, ils ont tout notre soutien au niveau communal et je serai vraiment à leur disposition. Il y a encore eu une réunion vendredi passé au niveau de la région. Donc, chaque fois, j'ai un backup qui revient très rapidement parce que, voilà, avec Willy Boursu, j'ai de bonnes relations de travail. Et donc, directement, je suis en contact avec lui. Donc, voilà, on continue notre combat sur le terrain avec et surtout pour nos agriculteurs. Merci Véro. Arnaud? Voilà, ben je partage évidemment tout le soutien qu'on peut apporter aux agriculteurs, même si évidemment c'est symbolique aussi à notre niveau, mais c'est un poids qu'on veut apporter dans ce débat. Mais merci aussi aux représentants des agriculteurs qui sont présents ce soir pour l'examen de ce point. Et ben, évidemment, voilà, je partage que la revendication d'un revenu digne et d'un revenu juste, c'est éminemment légitime. Je voulais aussi souligner que les agriculteurs, ce sont des partenaires au niveau local, tant dans la préservation de l'environnement, mais aussi sur des problématiques de gestion du territoire. On collabore avec vous dans le cadre de la gestion des inondations, par exemple, ou toute une série de choses. Et tout ce travail qui est fait au niveau du territoire, c'est logique qu'il soit rémunéré dignement. Moi, je voulais peut-être aussi souligner que, à l'initiative notamment du CPS, il y a et de sa présidence Muriel Van Pedersen, une politique d'achat locaux qui est initiée au sein de la commune et du CPS et des achats pour les repas dans les cuisines de la maison de repos. Et je pense que c'est cette voie-là aussi qu'on doit continuer pour, à notre échelle, permettre de créer un tissu économique résilient et vecteur d'un revenu digne. Donc voilà. Merci Arnaud. Sébastien? Oui, c'est simplement pour dire qu'on est d'avis de coupler nos deux motions de soutien au monde agricole. Je pense qu'on va tous dans la même direction. Simplement, on trouvait que votre motion était un peu succincte. Elle était assez courte, donc c'est pour ça qu'on a souhaité également présenter notre motion. Et j'aurais bien aimé savoir un petit peu quelles étaient les actions concrètes à l'avenir que vous souhaitez mener pour encore davantage soutenir les agriculteurs au niveau local. Véronique? Au niveau local, quand ils ont besoin d'une information, on est à leur disposition. Et donc, voilà, ils savent bien aussi que les marchés leur sont ouverts. Donc, tous les producteurs, que ce soit aussi bien de légumes, de fruits, ils sont toujours les bienvenus sur les marchés. Ils le savent très bien. Et donc, quand ils ont besoin d'avoir des informations ou faire remonter des informations au niveau de la région, je suis là aussi pour pouvoir faire le transfert. Donc, oui, et je dis, c'est tout un chacun. C'est vraiment
je veux dire, une chaîne en si, c'est moi, ok, je travaille, j'ai l'agriculture, je suis, comme je disais tantôt, je ne vais pas me répéter, je travaille beaucoup en collaboration avec eux, mais c'est tout le monde, en fait, ce sont tous les citoyens, ce sont tout le monde qui doit vraiment encourager l'agriculture au niveau local, et donc, voilà, ils savent très bien que je suis là et disponible. J'ai vu que certains groupements de jeunes agriculteurs diffusaient des listes de producteurs locaux. Est-ce qu'on ne peut pas rediffuser ce genre de listes sur les réseaux sociaux, les producteurs d'écosines, peut-être dans le bulletin communal, si c'est possible, peut-être mettre la liste des producteurs locaux. Je crois que ce serait également un soutien qu'on pourrait faire sur le plan local. Oui, en tout cas, ils sont déjà dans l'annuaire de la commune et je pense que Véronique n'a pas attendu ce soir pour diffuser la liste des producteurs locaux et de ceux chez qui il était possible de faire des achats à Écosine. Mais peut-être veux-tu compléter, Véronique. Oui, donc pendant le Covid, on avait mis tous les producteurs, tous les acteurs de terrain. Et donc, on était en train de revoir, parce que voilà, c'était une édition que nous avions mis sur place. On trouvait qu'on devait un petit peu la réactualiser d'abord, et puis la mettre un peu plus, je veux dire, succinct, un peu plus rafraîchie. Et donc, on a quelqu'un qui travaille super bien au service communication et niveau graphisme. Donc, elle est en train de travailler sur le projet avec nous. Donc, tout est sous bonne voie. Je voyais dans les médias justement que suite à la manifestation des agriculteurs, il y avait les producteurs locaux qui avaient tendance à vendre davantage qu'auparavant. Et donc, ce serait bien justement de surfer sur cette vague pour aider nos agriculteurs à vendre davantage leurs produits locaux. Merci. Comme je dis, surfer sur la vague, c'est bien. Mais en fait, il faut nager en longueur. Et ça, c'est ce qui leur manque aussi. C'est quelquefois, c'est du trop spontané par rapport à leur... on va plus. Ils ont besoin quand même d'une constance. Et acheter un produit derrière lequel on a un visage, on a un sourire, on sait que c'est une famille qui vit, mais c'est quand même beaucoup plus agréable. Et puis, c'est vrai, quelquefois, on me parle du prix. Mais manger moins, mais manger mieux, ça ne peut que porter ses fruits à l'activité et au commerce et surtout à l'humanité. Tout à fait. Merci Véro. Donc, je propose de mettre au vote la motion telle qu'amendée. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. OK pour nous. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons aux questions. La première question est posée par Pierre au niveau de la plaque en mémoire de Madame de Perlingui. Je t'en prie, Pierre. Merci Xavier. J'ai parfois l'impression de me répéter, mais je vais le refaire. Voici un an, le 13 février 2023. Je vous interpellais concernant la plaque en mémoire de la citoyenne d'honneur de la commune d'Écosine en ces termes. Xiu Lingxian de Perlingui est une femme d'origine chinoise qui avait permis de sauver en 1944 une centaine d'habitants d'Écosine pris en otage par les nazis. L'histoire de cette dame décédée à l'âge de 97 ans a notamment fait l'objet d'une série diffusée sur la première chaîne nationale chinoise. Madame Xiu Lingxian était arrivée en Belgique en 1928. Elle a étudié la chimie à l'UCL dans les années 30, ce qui en a fait la première femme docteur en chimie de Belgique. Elle a rencontré celui qui allait devenir son époux, Grégoire de Perlingui. Le couple s'est alors installé dans les Ardennes à Herbemont, où M. Perlingui est devenu médecin généraliste. En juin 1944, des résistants locaux ont abattu 3 officiers SS à Écosine. En représailles, l'armée allemande a fusillé 4 Écosinois et pris en otage 96 personnes. Parmi ces otages figurait un Écosinois qui se souvenait qu'une de ses condisciples à l'UCL, Mme de Perlingui, installée dans les Ardennes, pouvait éviter un bain de sang. Contact a été pris avec cette femme, dont la famille avait gardé des contacts privilégiés avec le général von Falkenhausen, qui fut le premier chef de la mission militaire à Nankin, et qui est devenu en 1944 le gouverneur militaire de la Belgique. L'intervention de Mme de Perlingui permettra de commuer la peine de mort de 96 Écosinois en déportation dans des camps de travail en Allemagne. Elle était devenue, après la guerre, citoyenne d'honneur de la commune d'Écosine. En mémoire à ce geste héroïque, une plaque commémorative avait été installée dans la salle du conseil communal, juste derrière moi. L'œuvre en marbre de Carrare avait été réalisée par un artiste de Pietrasanta. Aujourd'hui, cette œuvre a disparu. Mes questions de l'époque furent: pourriez-vous nous en expliquer les raisons et allez-vous la réinstaller prochainement? Lors de cette séance, donc il y a 1 an et 1 jour, vous m'aviez répondu que vous étiez dans l'incapacité de nous répondre et que cette plaque avait disparu lorsque la salle avait été remise en couleur. Il avait été alors proposé de reproduire pareille plaque à l'identique.
Nous vous avions d'ailleurs transmis des photos pour vous aider à reconstituer cette œuvre. Donc je viens aux nouvelles 1 an et 1 jour plus tard. Pourriez-vous nous préciser où en sont les démarches? Quand la plaque va-t-elle être réintégrée dans la salle du Conseil? Merci. Merci Pierre pour cette question. Alors, je vais répondre en deux temps. Tout d'abord, par rapport aux images qui ont été transmises. Malheureusement, elles sont difficilement exploitables parce que la qualité ne permettait pas, en tout cas, de reproduire quelque chose. Mais si cette base n'est plus opérationnelle et utilisable aujourd'hui, d'autres peuvent l'être. Dans le cadre de la sortie du livre qui s'intitule « Oubliez-moi » de l'écrivain chinois Xu Feng, qui est consacré donc à Madame de Perlingui, nous avons été contactés, Dominique Feignard et moi, par la maison d'édition Méo, afin d'organiser une après-midi de présentation de l'ouvrage en présence notamment de l'attaché culturel de l'ambassade de Chine. Cette manifestation était prévue en octobre 2023. À l'occasion de cette journée, il était prévu notamment au programme une visite à vocation plus historique et culturelle pour les représentants de l'ambassade. Et nous avions envisagé la pose d'un élément commémoratif à la rue Perlingui pour rendre hommage à Xiu Lingtian, parce que la délégation souhaitait se rendre à cet endroit, mais aussi faire en sorte de perpétuer sa mémoire. Malheureusement, cette journée prévue en octobre a dû être reportée suite à, je cite, un imprévu dans le calendrier de l'ambassade de Chine. Et tant l'éditeur que l'organisateur de la journée, par contre, sont désireux d'organiser celle-ci à un autre moment, tel que nous l'avions prévu, à savoir la présentation de l'ouvrage, une visite avec les représentants de l'ambassade de Chine et le dévoilement d'un élément commémoratif. À cette occasion, nous comptons mettre en valeur Madame de Perlingui en présence des représentants de l'ambassade de Chine, mais à cette heure, malheureusement, ils ne nous ont toujours pas communiqué de date à laquelle cet événement serait possible. Ouais, merci pour tout ça. Et c'est bien de mettre ça à la rue de Perlingui. Je pense que la remettre là où elle était, c'est-à-dire derrière moi dans la salle du Conseil, ça aurait été bien aussi. C'est une grande dame, hein, donc, qui est citoyenne d'honneur. Donc ça, je pense que tout le monde autour de la table, et Dominique le premier. Souviens-toi, Dominique, en 2011, tu étais là quand on avait organisé et inauguré cette fresque. Donc voilà. Écoutez, on reste attentif et voilà, c'est important. J'espère aussi qu'il y a du bon suivi comme ça à chacune de nos questions. Souvent, on nous répond, on va faire le nécessaire, et puis on n'a pas trop d'infos. Donc, si vous saviez, donc, par exemple, pour m'éviter une prochaine question, le panneau d'information de la gare, il fonctionne toujours pas. On m'avait dit lors du précédent conseil que ça allait être en ordre. C'est pas en ordre, donc voilà. Si vous saviez suivre un peu plus nos interpellations, ce serait gentil. Merci. Merci beaucoup, Pierre. La question suivante est posée par Sébastien au niveau des inondations lors du 2 janvier 2024. Oui, donc ce 2 janvier 2024, des inondations importantes ont lieu dans nos régions, notamment à Écosine. Plusieurs endroits sont traditionnellement sensibles dans l'entité, le Val de la Sennette, la rue de Scoflini, la Dîme. Le Conseil communal a marqué son accord le 18 septembre 2023 pour autoriser le service travaux de la commune d'Écosine d'intervenir sur un terrain privé, prairie située entre la Ravelle ligne 106 et la rue des Sept Douleurs à Écosine, afin d'améliorer l'écoulement de la rue Augenay, inondée en cas de forte pluie, et de marquer son accord sur le projet de convention. Les travaux consistent à travailler sur le terrain privé pour curer un fossé et hydrocurer les tuyaux et pertuis existants, remplacer les tuyaux cassés si besoin pour permettre le passage des eaux en aval du Ravel. Il faut considérer 3 000 € pour les travaux, les matériaux en stock. Et donc, des habitants de ce quartier ont de nouveau subi des désagréments au sein de leur habitation suite à ces inondations. 5 mois plus tard, les travaux n'ont toujours pas débuté malgré la décision du conseil communal. Pourriez-vous nous en expliquer les raisons? Par ailleurs, l'écoulement des eaux à la haute rue à Écosine pose des soucis. Lors de fortes pluies, les eaux en provenance du haut de la haute rue côté église Saint-Rémy et venant de la rue de la Folie côté Ravel, ruissellent vers le point bas de la rue, en face du château de la Folie, endroit qui représente une cuvette. Des aménagements ont été réalisés par les services communaux, mais force est de constater que ceux-ci ne sont pas suffisants. Lors des dernières inondations, l'entrée du parc du château était à nouveau inondée et remplie de boue.
L'avaloir en face du château ne semble pas suffisamment large pour pouvoir absorber toutes les eaux. Un avaloir de plus grande taille pourrait être la solution. Serait-il possible de réaliser des aménagements pour éviter de nouvelles inondations? À l'avenir, demande d'information. Merci. Je t'en prie, Philippe. Merci. De nombreux aménagements ont été faits, Sébastien, par rapport aux inondations et le service environnement était en première ligne pour, en compagnie du GISER, réaliser ces améliorations. Sur ces endroits-là, ça a fonctionné, force est de le constater, donc c'est une très très bonne chose pour une majorité de nos riverains. La décision du conseil auquel tu fais référence pour Vaugenay a nécessité d'avoir un accord du fermier, puisqu'il ne suffit pas de dire que nous demandons l'autorisation pour aller sur un terrain privé, ça c'est pour donner l'autorisation aux hommes d'y aller. Il fallait encore avoir l'autorisation du fermier. Nous avons cette fois-ci signé un accord. Je rappelle qu'il y a des périodes d'ensemencement et autres et qui font qu'à un moment donné, on ne peut pas décemment aller travailler là-dessus sans perturber l'activité des fermiers. On en parlait juste avant. Et donc, tu auras compris que maintenant, nous avons cet accord. Et donc, la machine a été commandée puisqu'il faut une pelleteuse sur chenille de grande capacité puisque la nature du sol et autres ne fonctionnent pas, en tout cas pour nos engins classiques. C'est chose faite, les bons de commande sont passés et l'intervention est prévue pour une durée de 2 jours cette semaine. Donc, normalement, mercredi. Voilà. Et pas parce que tu l'as demandé, parce que c'était planifié. Voilà, pour les autres, nous continuons à faire des études. Nous avons repéré encore le 2 janvier et j'étais sur le terrain pour vérifier notamment à Marche d'autres endroits. Et on en a déjà discuté, donc nous continuons les études évidemment, mais tu comprends que ce genre de choses ne suffit pas d'élargir un avaloir. On parle de milliers, voire de millions de mètres cubes d'eau qui peuvent couler comme ça lors de grandes pluies. Et donc, c'est pas juste un avaloir qui résout le problème. Tu t'en rends compte, donc les études sont en cours. Merci Philippe. Voilà, je te remercie pour ces bonnes nouvelles. Enfin, simplement par rapport aux habitants de la rue Vaugenay, mettons un peu à leur place. À chaque fois qu'il y a des fortes pluies, il y a leurs WC qui sont bouchés, c'est pas très agréable, même si je sais qu'il faut du temps. Mais bon, ça fait quand même plusieurs mois que le point est à bord de conseil communal. Vas-y Philippe. En aucun cas, je ne sous-estime les nuisances que vivent les riverains. J'entends aussi respecter le droit de propriété des personnes. Et il y a eu des échanges que j'imagine assez vindicatifs entre les riverains et les fermiers. Il ne m'appartient pas d'obliger les choses. Et donc, on n'allait pas partir sur une voie judiciaire qui nous aura embarqués sur des procédures inutiles, coûteuses. Et nous avons donc négocié à l'amiable en tenant compte des intérêts des deux parties. Voilà. Donc, on parlait de temps en temps d'avoir un peu d'empathie pour les fermiers aussi. Je pense que c'est chose faite ici. Et donc, on pourra se réjouir à la fois qu'on ait respecté ces deux parties. Tant mieux si ça avance. Merci. Merci. La question suivante, posée par Sébastien Deschamps, au niveau du presbytère Saint-Aldegonde. Je t'en prie, Sébastien. Oui, donc dans un arrêté épiscopal daté du 10 janvier 2020, l'évêché de Tournai avait confirmé au collège communal des Coussines qu'il acceptait la désaffectation du presbytère de la paroisse Saint-Rémy. Le retour complet de ce bien, donc le presbytère Saint-Rémy, dans le giron communal qui va prochainement, enfin qui est vendu maintenant, a fait l'objet d'une promesse de compensation. Le collège s'est en effet engagé à rénover le presbytère Saint-Aldegonde afin de réaménager un logement pour le prêtre à l'étage et de locaux paroissiaux au rez-de-chaussée. Interrogé sur le sujet par Bernard Rossignol, conseiller communal, le 18 janvier 2021, vous répondiez ceci. Concernant les travaux au sein du presbytère de Saint-Aldegonde, il a toujours été convenu, tant avec la fabrique d'église qu'avec l'évêché, que ceci ne serait envisagé que lorsque le bâtiment serait libre d'occupation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il est en effet impensable de demander à l'abbé Jousse de déménager et il est irréalisable de mener à bien les travaux bien nécessaires tant qu'il y a un occupant au sein du presbytère. Donc maintenant qu'il n'y a plus d'occupant au sein du presbytère, pourriez-vous nous préciser où en sont les travaux? Il me revient qu'il y a une réunion qui a eu lieu ce 2 février avec la commune, l'évêché et la fabrique d'église. Je voulais savoir un petit peu ce qui a été décidé suite à cette rencontre. Merci. Merci pour cette question, Sébastien. Donc, effectivement, le 8 janvier 2024, il y a donc un peu plus d'un mois, la fabrique d'église Saint-Aldegonde, par la plume de son trésorier, nous a écrit pour nous informer que le presbytère des Coussines Lalin avait été vidé de l'essentiel des nombreux meubles, objets
accessoires qui l'occupaient. Il sollicitait une rencontre avec les représentants de l'administration communale d'Écossignes courant du premier semestre de cette année-ci. Cette réunion a été organisée le 2 février en présence de M. Labbé, d'un représentant de l'évêché, de 2 représentants des fabriques d'église, du directeur général de la commune, du directeur financier, du responsable du service juridique, du responsable des bâtiments communaux et de moi-même. Vous voyez à quel point on prend ce dossier au sérieux. Il est ressorti de la visite du bâtiment et de la réunion qui s'y est déroulée qu'un certain nombre de travaux devaient être réalisés pour que le bâtiment soit utilisable. De manière générale, le souhait de la fabrique d'église est de réaliser un logement à l'étage avec 2 chambres, un séjour, une cuisine, une salle de bain et des sanitaires. Au rez-de-chaussée, des salles de réunion, une cuisine et des sanitaires également. Une étude plus complète doit bien entendu être réalisée, mais à ce stade, on peut dire que pour arriver à ce résultat, il faudra, pour le rez-de-chaussée, mettre en conformité l'électricité, installer le gaz qui n'est pas présent dans le bâtiment, remplacer les châssis, aménager complètement une nouvelle cuisine, installer de nouveaux sanitaires, mettre en conformité la résistance au feu des différentes pièces, vu la future accessibilité au public. Au niveau de l'étage, là également, il faudra mettre en conformité l'électricité, installer le gaz, remplacer les châssis, aménager complètement une nouvelle cuisine, installer de nouveaux sanitaires, installer une nouvelle salle de bain, mettre en conformité la résistance au feu des différentes pièces et réparer différents éléments du plancher. Plusieurs éléments sont désolidarisés des poutres. Au niveau du grenier, il conviendra soit d'isoler le plancher du grenier, soit d'isoler complètement la toiture. Il a été convenu avec les représentants de la fabrique d'église et de l'évêché de se fixer comme objectif une étude de faisabilité pour 2025 afin d'inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux. Et notre responsable des bâtiments a déjà commencé son travail à ce niveau. Ok, merci pour cette réponse. Avec plaisir. La question suivante, toujours posée par Sébastien Deschamps. Il s'agit du suivi d'une question citoyenne. Je t'en prie, Sébastien. Oui, donc en vertu de l'article 67 du règlement d'ordre intérieur du conseil communal, un citoyen de la rue de Ronquière a interpellé le collège communal et a déposé une question citoyenne. Celle-ci concerne une demande du curage d'un fossé à la rue du Poirier à Écossignes. L'habitant demandait à être entendu lors du conseil communal du 16 octobre 2023. Et donc, en réponse à son interpellation, il lui était demandé de donner des précisions sur la localisation exacte de l'endroit. Le citoyen a fourni les informations demandées au service des travaux dans la foulée. Et comment ce citoyen n'a-t-il toujours pas été entendu par le conseil communal 4 mois plus tard? Pourquoi le laisser un citoyen comme cela sans l'entendre au conseil communal? Et donc voilà, je voulais simplement demander comment a été curé le fossé. Et entre-temps, le citoyen m'a dit que c'est un de ses voisins qui a finalement curé le fossé sur le terrain public parce que ça n'avait pas été fait par les services communaux, alors qu'il le demandait depuis des mois. Il en avait notamment parlé à son voisin Arnaud Guérard, qui pourrait certainement en parler également. Je trouve ça un peu dommage que systématiquement, qu'il faille demander à plusieurs reprises sans que la demande aboutisse. Bien, alors, effectivement, afin d'identifier le plus correctement possible et apporter la meilleure réponse qui soit aux citoyens, les services techniques ont demandé des précisions à la personne qui a introduit la demande d'interpellation, vu qu'il y avait 2 fossés qui jouxtaient la parcelle concernée. Après analyse sur la forme du dossier, il est rapidement apparu que la demande ne visait pas l'intérêt général, mais bien un intérêt plus particulier. Toutefois, les services techniques ont également conclu qu'un curage devait être effectué, non pas sous bénéfice de l'urgence, mais dans un laps de temps relativement court. C'est pourquoi le curage du fossé a été programmé dès le retour du budget 2024. Pour information, il est revenu vendredi dernier. Cette information a été communiquée aux citoyens concernés qui a, à ce moment-là, assuré aux services techniques que cette solution lui convenait parfaitement. En identifiant que la demande était plus particulière que générale, ils ont ainsi pu adapter leur réponse de manière appropriée en planifiant le curage du fossé dans un délai raisonnable, même s'ils ont voulu le faire eux-mêmes, et en informant le citoyen de la décision prise. Il est important, dans toute démarche de service public, de trouver un équilibre entre les besoins individuels et ceux de la collectivité dans son ensemble.
En agissant de la sorte, les services techniques ont démontré leur engagement à résoudre les problèmes des citoyens tout en respectant les contraintes budgétaires et opérationnelles. Communiquer efficacement avec les citoyens concernés est également crucial pour assurer la transparence et, on l'espère toujours, la satisfaction du public. En résumé, nous estimons que cette approche démontre une prise en compte efficace de la problématique sans contraindre le citoyen à ce qui peut parfois se révéler une épreuve, comme nous l'avons déjà vu lors de d'un conseil communal, avec des citoyens qui doivent s'exprimer devant l'ensemble du conseil, après avoir lancé une procédure qui leur avait été conseillée, non pas, pense-t-on, dans leur intérêt particulier, mais bien dans le but de créer une polémique qui n'avait pas lieu d'être. Ici, Xavier, je pense qu'il y avait quand même une question d'urgence, parce que en l'absence de curage de ce fossé-là, le champ du fermier était inondé, et donc pour ses récoltes, c'était vraiment pas top. Et c'est pour ça qu'à un moment, il s'est dit, bon, ben, la commune ne bouge pas, je vais le faire moi-même, quoi. Et donc, c'est ça regrettable. Parce en l'occurrence, les photos qui m'ont été communiquées montraient un fossé qui était en toute capacité d'absorber, alors peut-être pas les pluies telles qu'on les a connues le 2 janvier. Je pense qu'on a déjà répondu, Philippe, à cette question, mais en tout cas, il était parfaitement dimensionné et son curage était prévu. Il avait eu lieu il y a déjà quelques années, donc le curage était tout à fait planifié et il était planifié des retours du budget. On était à quelques semaines pour réaliser ces travaux et comme tu le sais parfaitement, Sébastien, quand le budget n'est pas revenu et que les moyens ne sont pas disponibles, il ne nous est pas permis d'engager les sommes financières pour effectuer ces travaux. Et donc, il convenait d'attendre le retour de la tutelle de ce budget, retour qui a été fait le 8 février. Mais bon, c'était pas la première fois qu'il faisait la demande. Il avait déjà fait plusieurs demandes au sein de la commune des Costines, et malheureusement, c'était pas, il n'avait pas obtenu de satisfaction, et sans désespoir de cause, qu'il a voulu poser une question citoyenne. D'ailleurs, Arnaud, tu le sais bien, c'est ton voisin, régulièrement, il t'en parlait, et voilà. Enfin, ce serait bien quand même, c'est une manière aussi de soutenir les agriculteurs. Voilà, on ne va pas régler les questions de voisinage ici. Je pense que, outre la proximité que l'on peut avoir avec quelqu'un, lorsque l'on exerce sa fonction de mandataire public, on l'est dans une autre position que celle de voisin. Alors, nous avons également reçu une question d'actualité de Sébastien Deschamps au niveau des terrains de paddle à la rue de la Haye. Je t'en prie, Sébastien. Oui, donc un avis d'urbanisme a été publié récemment. Celui-ci fait savoir que l'entreprise SA Besto Belgium envisage la réhabilitation provisoire d'un terrain industriel et a comme projet l'aménagement d'un terrain de paddle qui s'écarte du guide communal d'urbanisme. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce projet ? Qu'est-il prévu exactement ? Pourriez-vous nous préciser la localisation exacte envisagée pour ce terrain sur plan ? Quid des places de stationnement ? Sont-elles suffisantes dans le quartier ? Les riverains s'inquiètent des nuisances sonores liées à ce projet. À combien de mètres des premières habitations se trouve ce terrain ? Qui est l'architecte qui a réalisé le projet ? Un terrain de paddle au centre d'une zone urbanisée a été un puits qui crée beaucoup de remous. Vous êtes-vous renseigné sur ce projet en lien avec le projet à la rue de la Haye avec Ossine ? Et un autre projet de paddle est envisagé à la rue de Sakueni. Les deux projets sont-ils concertés ? Demande d'information. Merci. Je t'en prie, Arnaud, si Sébastien veut bien couper son micro. Oui, donc en effet, un projet, une demande de permis d'urbanisme a été déposée par l'entreprise SA Besto. Mais je précise qu'il a été soumis à enquête publique et donc tous les plans et toutes les informations sont accessibles à tous les citoyens auprès du service urbanisme ainsi qu'évidemment à tous les membres du conseil. On y retrouve toutes les informations souhaitées et donc le projet porte sur la transformation d'un hangar existant qui est situé à la rue de la Haye numéro 55. C'est un ancien chantier de pierre bleue et donc le porteur de projet souhaite y établir 2 terrains de paddle intérieur en transformant le hangar existant. Un terrain extérieur
11 emplacements de stationnement ainsi qu'une zone d'attente munie de sanitaires, de vestiaires et d'une zone d'attente. Voilà. Le projet a été déposé par l'architecte Sima Architecte SRL Atelier d'architecture et a fait l'objet d'une annonce de projet du 19 janvier au 9 février. Cette annonce de projet a été rendue obligatoire par le guide communal d'urbanisme qui a été approuvé par le conseil communal et que par ailleurs, quand elle n'est pas obligatoire, je précise que le souhait du collège et ce qu'on applique systématiquement, c'est de prévoir des mesures de publicité d'initiative qui permettent à tout un chacun d'être informé du projet avec un affichage public et de pouvoir consulter le dossier, être informé et remettre des avis. Le dossier a fait l'objet de 64 réclamations à la clôture de l'enquête publique qui portait notamment sur le bruit, principalement, sur le nombre de parkings, sur la présence d'une buvette. Et là, je tiens vraiment à porter la clarification qu'il n'y a pas de buvette prévue dans le projet tel que déposé, mais bien une zone distributeur de boissons pour les usagers éventuels et donc pas une présence permanente, Horeca ou autre. Les réclamations portaient sur des horaires, sur l'emplacement choisi pour le projet ainsi que sur une éventuelle dépréciation financière. Alors évidemment, donc par rapport à la proximité, donc, le projet s'implante en partie en mitoyenneté du bâtiment voisin. Voilà, et donc le collège communal statuera concernant cette demande en date du 21 ou du 28 février. L'intention du collège et mon intention est évidemment de tenir compte de tous les éléments qui auront été portés à notre connaissance et donc le service analyse l'ensemble des réclamations pour faire une proposition de décision au collège communal. Peut-être aussi de préciser que chacun des réclamants qui se sont manifestés dans le cadre de l'enquête publique recevront la décision du collège communal par courrier et qu'elle fera également l'objet d'un affichage public. Mais vous comprendrez que je réserverai, cette décision devra d'abord être présentée au collège communal. Voilà pour le projet soumis par la SA Besto. Et donc, simplement pour conclure, ce projet n'est pas en lien avec un autre terrain de paddle qui a été envisagé et qui a été fixé en charge d'urbanisme de la demande de permis octroyé pour le projet Vanrec. Et donc, dans ce cadre-là, un terrain de paddle devra être installé et donc il fera lui aussi le cas échéant d'une demande de permis au moment où son emplacement précis aura été fixé. Mais donc ce sont bien deux dossiers complètement distincts. Merci Arnaud. Ok, merci d'être attentif aux remarques des riverains. Voilà, merci à tous. Il s'agissait du dernier sujet à l'ordre du jour de notre séance publique. Je tiens, avant de clôturer celle-ci, à souhaiter, ça a déjà été fait, mais en tout cas publiquement, un joyeux anniversaire à notre échevin Dominique Feignard, qui a le privilège de passer sa soirée d'anniversaire en notre compagnie. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Donc, notre prochaine séance se déroulera le lundi 11 mars 2024. Bonne soirée à toutes et tous.